Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Nous avons l'honneur d'être ici dans le département de la Cuvette-Ouest à Evo, où nous avons l'honneur également de recevoir le vice-président du conseil départemental de la Cuvette-Ouest et président du conseil départemental de la Cuvette-Ouest par intérim, Monsieur Régis Ayayos Talbot. Avec lui, nous parlerons bien entendu des collectivités locales, des transferts des compétences. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes vice-président du conseil départemental de la Cuvette-Ouest depuis près de 2 ans maintenant. Comment pouvez-vous décrire cette expérience? D'entrée de jeu, je vais commencer par vous dire, vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez pour le plateau, pour m'exprimer devant la télé Congo. Je suis Régis Ayayos Talbot, comme vous avez su le dire, vice-président du conseil départemental par intérim. Vous avez demandé de savoir comment je me sentais, je me sens très bien, merci. Alors, nous réalisons cette émission ici à Evo et notre équipe a réalisé une carte postale que nous vous proposons de suivre avec nos téléspectateurs. Nous venons de suivre cette carte postale d'Evo. Vous connaissez très bien Evo, vous connaissez très bien le département de la Cuvette-Ouest. Certains observateurs pensent que vous êtes très populaire ici. Est-ce que vous pensez que la Cuvette-Ouest en général et Evo en particulier, c'est votre fils? Une fois de plus, merci pour votre question. J'aurais dit, je suis tenté de dire oui. De dire oui simplement parce que chacun de nous a une zone de prédilection. Et pour ma part, venir de sur Evo, c'est l'occasion pour moi de féliciter un homme, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour cette politique de municipalisation à l'époque qui a permis à ce que Evo soit cette ville que vous venez de découvrir aujourd'hui. Donc, c'était une politique, sinon on aurait dit c'est une politique qui a permis le maillage du pays et ce développement que nous allons nous y atteler avec la décentralisation. Donc, comme étant le thème, donc encore au centre, c'est un homme, c'est lui. C'est sa volonté et nous disons merci pour cela et merci à cet homme. Alors, vous êtes le vice-président du conseil départemental de la Cuvette-Ouest et le président du conseil départemental de la Cuvette-Ouest par intérim. Vous avez été élu conseiller municipal en 2008 et depuis près de 2 ans déjà vous êtes vice-président du conseil départemental de la Cuvette-Ouest et président par intérim. Comment avez-vous bâti ce parcours? Une fois que merci pour votre question.
il me semble que vous avez même déjà commencé à reprendre cette question. En effet, je suis élu local depuis 2008 à aujourd'hui. Donc de 2008, j'ai déjà pour père, sinon on aurait dit pour collègue, et à son âme, Richard Eyeni. J'ai, en même période, j'ai le président Popimba. J'ai Thierry, Serge Bermoudet. J'ai à cette période, donc 2008, donc vous comprenez que j'apprends avec, je commence forcément avec ces, on aurait dit que chez nous au PCT on appelle ça on les appelle les caciques. Donc c'est le couronnement, sinon la suite logique d'un parcours. Sinon là on aurait pensé que je suis un improvisateur qui vient d'arriver là. Non, je suis élu depuis 2008 à aujourd'hui, donc de 2008 à sans interruption, élu local. Et c'est en 2022, pour être précis, septembre, où, sur proposition du Parti congolais du travail, et que mes pairs, donc mes collègues, m'ont élu à 100% avec le président Dila, qui est paix à son âme, président, vice-président Régis Ayos-Talbot, et secrétaire du bureau Ndemi. Donc, et c'est à la suite du décès, donc depuis le 25 octobre 2023, que j'assure l'intérim du président Dila, comme étant vice-président, étant président par intérim. Merci. Alors, vous vous lancez en politique très jeune, à 28 ans. Pourquoi vous vous êtes lancé en politique? Spirituellement, on aurait dit j'ai reçu un appel. C'est question de vocation. Donc, dans chaque domaine, c'est pas une improvisation, c'est un appel qu'on reçoit. Et on se sent, on se met à l'appel, c'est tout. C'est simple. Et donc, je suis à la remorque des populations. Donc. Et depuis lors, il y a eu des réformes dans le mécanisme de fonctionnement des localités locales. Aujourd'hui, on parle de transfert de compétences. Et quel regard portez-vous sur ces réformes? Il faut déjà dire que depuis 2015, à la suite de la Constitution que nous avons votée, il a eu une portée, c'est-à-dire qu'une innovation sur la constitutionnalisation de la décentralisation. Et de cela va de soi qu'à ce jour, les acteurs s'activent à la mise en œuvre de différentes orientations. Nous avons les lois 16 et 17 qui transfèrent aux collectivités locales l'éducation de base et la santé. Donc voilà. L'éducation de base aujourd'hui, nous avons des enseignants, la situation des enseignants communautaires. Comment se passe la collaboration avec ces enseignants et qu'en est-il exactement du paiement des enseignants communautaires ici dans le département de la République? Je veux dire simplement qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème avec, d'un côté avec mes collaborateurs, avec mes collègues, donc les élus, et de l'autre avec, vous avez dit des enseignants. Donc aujourd'hui on les appelle les communautaires. Aucun problème. Nous avons reçu des matières donc, qui ont été transférées. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste la mettre en application. Et la mise en application, c'est que nous recevons la matière du centre et que en ce moment-là, nous arrivons à mettre à leur disposition les ressources que nous recevons, selon l'orthodoxie. Parce que là, je comprends que vous parlez des finances. Oui, des finances. Ok. Dès lors que nous parlons des finances, il y a toute une procédure qui est connue. Les lois sont claires au Congo. Il y a toute une batterie de lois où il faut juste les mettre en application. Ce qui appelle à ce que chacun, nous devons prendre le temps d'aller lire pour découvrir. Parce qu'il y a une jurisprudence qui permet à ce que
même à un certain niveau de responsabilité où les gens se trompent éventuellement dans l'application de ces lois. D'où, je sais que vous êtes tenté de vouloir, vous allez vite arriver à chuter sur, quand vous parlez de paiement, vous faites allusion au bruit qu'il y avait. Mais ce bruit, je peux vous rassurer, c'était simplement une cabale, mais qui n'a aucun lieu d'être. Dans le fond, qui mène à une confusion. Parce que, je vous prends un exemple assez simple. Vous recevez des fonds. Vous êtes censé être payé 5 000 francs le mois. On dit qu'on vous envoie 3 mois. Quand vous faites un calcul, ça veut dire c'est 15 000. Mais on vous envoie 10 000 francs. Pour vous, ça suppose quoi? Ça suppose simplement qu'on vous envoie 2 mois de salaire. Et moi, dès lors que je reçois des ressources, qu'est-ce que je fais? Ben, je me rends compte. Et encore, il ne faut pas seulement dire que c'est moi. C'est collégial. Aujourd'hui, quand on parle du transfert de compétences, c'est toute une organisation. Il y a là tous ceux qui sont là. Donc, s'il faut parler dans le sens du gouvernement, il y a les ministères qui sont appropriés, le ministère des Finances, de l'économie, de l'enseignement, la santé. Donc, et ensuite nous. Et nous, on ne fait que recentrer cela. Ce qui nous permet en sorte que nous, en parlant, sinon en allant vers les populations, de par les enseignants, pour lesquels, si on veut parler spécifiquement de l'éducation, ce que je fais, c'est que je fais appel au directeur départemental de l'enseignement, bon, tout en respectant l'hiérarchie, c'est-à-dire que dès lors que j'ai en face de moi le directeur départemental de l'enseignement ou le directeur départemental du trésor, le directeur départemental du contrôle budgétaire, soyons rassurés que c'est le préfet qui les a mis à ma disposition. De là, je respecte déjà l'hiérarchie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail en amont, tous, on tombe bien d'accord, les ressources arrivées sont de combien, et dès qu'on a ces ressources, ce qu'on a à faire, c'est de faire un dispatching. Et là encore, nous avons tout un arrêté. Sinon, on aurait dit je ne parle même pas encore de l'arrêté, on a une lettre circulaire 028 du ministère de l'Enseignement qui distingue, sinon qui clarifie, qui stratifie le paiement de chaque catégorie. Donc, on a le préscolaire, le primaire, le collège, le lycée, qui a des montants bien précis. Et de là, nous faisons appel à la biométrie, c'est-à-dire qu'on a un support qui est né du recensement. Et de ce recensement-là, tout un listing, donc ça nous donne un quota. Mais que là, comme cela ne suffit pas, aujourd'hui, je vais un peu aller comme ça, écheveler. Les équipes sur le terrain que j'ai mis, en mettant une équipe qui a circulé le département, m'avait déjà ramené un fichier qui montrait simplement qu'il n'y a pas que les communautaires qui travaillent. Donc, quand je dis communautaires biométrisés, il y a aussi, on veut dire entre guillemets, les bénévoles. Donc, vous allez me poser la question, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Ils sont sur le terrain, ils travaillent, tout comme les communautaires, il faut bien les prendre en ligne de compte. Donc, voilà comment est-ce qu'on essaie d'organiser notre travail. En amont, on a essayé d'avoir une idée du personnel. De l'autre côté, on a de la ressource, même si elle est arrivée insuffisante. Et ce qu'on fait, c'est que, on tient compte de la ressource arrivée, de la réalité de terrain. On fait une adéquation qui permet à ce que ces gens soient payés en fonction, comme j'ai dit, de la circulaire, qui l'éclaircit, pour que tout le monde, qu'il n'y ait pas de la grogne, en fait. Voilà.
Est-ce qu'il y a un dialogue permanent entre le conseil départemental de la Sud-Ouest et les enseignants communautaires? Un dialogue permanent, évidemment que oui. On va commencer à dire que la décentralisation, c'est un processus. Étant donné que c'est un processus, que c'est des matières qui sont certaines, et je peux vous rassurer qu'à ce jour, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème et je ne vois pas pourquoi il mettrait un problème. Donc vous ne comprenez pas l'attitude des gens qui vont se faire sur les réseaux sociaux? J'ai dit tout à l'heure que c'était la cabale, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si vous venez sur les faits, sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes là, vous êtes journaliste, allez sur le terrain, vérifiez, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun problème. Nous allons suivre un reportage sur votre descente à Kabala, un village qui se trouve ici, dans le département de la Cuvette. À 238 km des Vaux, chef-lieu de la Cuvette Ouest, la frontière Congo-Gabon dans le district d'Okoyo. Ici, toutes les conditions sont réunies pour faciliter l'implantation des populations. Maisons, écoles, électricité, eau potable et autres infrastructures sont déjà réalisées selon les règles de l'art. Mais conscient de l'intérêt que revêt cette zone frontalière au Gabon, le préfet de la Cuvette Ouest, baron Frédéric Bouzok, y est descendu avec le président par intérim du conseil départemental de la Cuvette Ouest, Régis Aéos Talbot, pour voir justement comment la valoriser. C'est l'occasion justement de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour cet investissement. C'est un bon projet, quitte à nous, conseil départemental, de le mettre à profit. Nous avons vu qu'il y a des boutiques vides et en dehors de ces boutiques, il faut justement créer la vie autour. En créant la vie, nous voulons justement à ce lieu neutre voir si on peut construire un marché forain qui va être très attractif pour les deux pays. Et derrière ces marchés forains, vous avez compris, c'est un gain. Après la frontière, le préfet de la Cuvette Ouest et sa suite ont mis le cap sur la carrière de Pori pour toucher du doigt l'exploitation des minerais dans cette zone. Baron Frédéric Bouzok est surpris de savoir que la société chinoise exploitant ces minerais n'a pas de cahier de charge et ne reverse rien à l'État. Un constat amer pour le président par intérim du conseil départemental, Régis Aéos Talbot, qui lui entend renfler davantage les caisses du conseil. Nous sommes à Pori dans le cadre justement de mettre en application les délibérations. On sait qu'il y a des minéraux par Pori, c'est de venir d'abord constater réellement s'ils sont respectés. Déjà on peut dire que ce n'est pas respecté. C'est cette volonté de vouloir chercher des recettes. Donc on a la recherche des recettes de conseil. Cette descente du préfet, il faut le dire, lui a permis de se faire une idée nette des activités menées dans son département et des perspectives. Nous venons de suivre ce reportage. Quelle était la portée de cette descente à Kabala? Kabala, il y avait, disons, là vous parlez de Kabala, mais le Kabala d'Okoyo, il s'agit de deux buts. Il y avait deux buts précis. Pour Kabala, la frontière, parce que là, c'est justement pour moi l'occasion de féliciter notre ministre de tutelle, Monsieur Raymond Zéphirin Boulou, pour son génie, pour avoir créé ce village. Sinon, moi, j'aurais dit cette ville. Parce que ce qu'on trouve à Kabala, à la frontière, je vous rassure que peut-être pas peut-être même à Brazzaville, il y a des quartiers qui n'ont pas de structures pareilles. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Et aujourd'hui, si vous êtes fonctionnaire à la frontière, quand vous envoie à Kabala, en dehors du fait que vous allez peut-être il va peut-être vous manquer le fait de voir à chaque fois des taxis passer, mais sinon pour le reste vous êtes bien. Vous avez le l'eau, vous avez l'électricité en permanence, vous avez des habitats hyper modernes. Là, il y a l'école qu'on a visité, il y a l'école, puis il y a les postes de santé. Donc il suffit juste de mettre la vie. Et ce qui manque à Kabala aujourd'hui, c'est la vie. Et comme vous comprenez, derrière le mécanisme de décentralisation, il y a aussi la coopération décentralisée. Et c'est ça le but de Kabala. Pour nous, c'est de faire en sorte que les deux États, surtout à la frontière, qu'il y ait une vie.
La frontière du Congo. Du Congo et de Gabon. Et moi, dès lors que j'ai commencé à assurer l'intérim, j'ai reçu une instruction du ministre de tutelle, donc du ministre de l'Intérieur, qui me rappelait des matières à appliquer. Et entre autres, c'était la création des marchés forains. Donc je suis allé justement dans ce sens, et quand je suis allé à Kavala, pour moi, c'est de réfléchir, de voir que dans la zone neutre, à la frontière, dans nos deux États, on pouvait créer là une vie. C'est né d'un constat où vous avez des Gabonais qui traversent la frontière tous les jours pour venir acheter et aller revendre au Gabon. Mais ils parcourent des kilomètres. Et nous aussi, ce qu'on devrait faire, c'est de valoriser que nous avons comme article à vendre. Et de là, moi, ce que je pense, c'est que en faisant un marché à la frontière, ça va permettre à ce qu'il y ait un croisement, des échanges entre nos deux États, et ça va raccourcir ces deux peuples, au lieu qu'on parcourt autant de kilomètres, parce qu'il n'y a pas que les Gabonais qui viennent ici, il y a aussi des Congolais qui vont au Gabon pour acheter et venir revendre. Le cas des liqueurs. Donc je parle de bière et autre chose. Et même tout ce qui est cosmétique, en fait, en gros. Donc voilà le but de Kavala. Et de l'autre côté, à Pori, vous avez Pori. Pori, il y a une carrière à Okoyo. Aujourd'hui, pour nous, comme on a la recherche des menus recettes, c'est de faire appliquer les délibérations qui existent. Parce que je me suis rendu compte qu'en Burkina, qu'il y a de la matière aujourd'hui où on peut commencer comme ça à renfler les caisses du conseil, mais simplement parce qu'on n'avait pas eu le temps de commencer à y faire face. Voilà. Donc, en résumé, c'est d'un côté la recherche des menus recettes, et par l'application des délibérations, et le développement de la coopération décentralisée dans la construction des marchés forts. Président, une rumeur circule sur le non-paiement des enseignants communautaires aux bénévoles, l'opacité dans la gestion des fonds et le détournement des fonds. Qu'est-ce que vous dites? Heureusement, vous avez des rumeurs. Vous parlez de rumeurs. Étant donné que c'est une rumeur, mais je vais me permettre de vous expliquer succinctement. En amont, nous avons hérité d'un fichier pour lequel ce n'est pas nous. Quand je dis nous, c'est le conseil qui allait faire ce travail d'enrôlement ou de recensement des agents communautaires, bénévoles qui sont sur le terrain. Donc, nous, on hérite un travail, on hérite un fichier. D'un côté, vous avez 215 biométrisés et 261 non enrôlés. Vous voyez? Face à cela, je disais que j'avais déjà une équipe que j'avais fait partie. J'ai anticipé que cette équipe a travaillé, qui m'a ramené ces informations, que j'ai confronté avec ce que j'ai reçu du DDEPSA via la préfecture. Les ressources arrivent. Dès que les ressources arrivent, en tenant compte des réalités de terrain, ce qu'on a à faire, c'est en application, sinon dans le respect strict de la lettre du ministre 028, où c'est bien stratifié les revenus de chaque bénévole. Donc, au préscolaire primaire, 50 000, collège 60 et lycée 75 000 français par enseignant. Et sur cette base, on fait un calcul simple.
Et lorsqu'on fait un calcul, ce qui ressort, c'est que les fonds reçus correspondent à 2 mois et non 3. Donc, là, nous parlons bien du premier, sinon, en termes de trimestre, c'est le dernier trimestre de 2023, sinon ça va être le premier trimestre de l'année scolaire. Donc, c'est octobre, novembre et décembre. Mais les fonds reçus ne couvrent que octobre et novembre. Et c'est ce que j'ai fait. Mais rassurez-vous, comment je fais pour payer? Parce que vous avez parlé là d'une velléité de dérober au détournement. Mais non, loin de moi cela, non, pas du tout. Le contraire, c'est plutôt essayer à ce que, dans ma position, c'est la position qui est celle du Conseil, de faire en sorte que l'État arrive à justement avoir les vrais éléments pour permettre à ce quand on intègre dans un budget que ça soit assez fiable. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je mets le receveur départemental. Je mets le directeur départemental du budget. Non, le contrôleur départemental du budget. Je mets le DDPSA lui-même. Je mets un attaché juridique. Et une personne ressource. Mais c'est un secret pour personne. Ces personnes ressources, c'est les agents de la force publique. Je mets dans cette équipe. Donc je prends mon mode de service. Et rassurez-vous, le vendredi passé, ils ont commencé à payer Evo. Et à vendredi, donc à vendredi surpassé, à vendredi passé, ils ont sonné tous les départements et ils ont payé tout le monde. Dites-moi, à aujourd'hui, vous qui êtes arrivé à Evo, vous avez entendu de la grogne? Non. Simplement parce que, de l'autre côté, il faut dire pourquoi qu'on met autant d'énergie. Simplement parce que, si aujourd'hui il faudrait, dans la bourse reçue, demander à un enseignant qui se trouve à Momo de se déplacer pour Evo, minimum pour son déplacement, il dépense 20 000 francs CFA. S'il fait un aller-retour, donc il en a dépassé 40. Mais encore, c'est seulement déplacement. Et s'il met son séjour à Evo, ça veut dire qu'il repart avec 1 mois de sa bourse, s'il faut dire comme ça. Ça, ce n'est que l'aspect financier. Mais l'autre aspect, naturellement le plus important, c'est que lorsqu'il se déplace, cela veut dire que l'école est fermée, puisqu'il n'y a pas d'enseignant. Donc, moi je réfléchis, je dis, j'instruis, je dis simplement, bon, ok, je forme cette équipe qui se sont déplacés jusqu'à les payer à la porte de l'établissement. Est-ce mauvais? Vous pensez qu'une personne qui a la volonté de voler aurait réfléchi de la sorte? Non. Et quand je fais ça, l'hiérarchie est informée, sinon j'aurais dit est renseignée en amont. Donc j'ai reçu l'autorisation, j'ai émis une idée en fonction de la réalité terrain. On a validé, j'ai fait. Pour cela, je peux vous dire que c'est que des rumeurs et la réalité est autre, tout autre. Donc je dis merci. La session budgétaire s'ouvre ce lundi 26 février. Est-ce que vous avez l'intention de briguer un mandat à la présidence du conseil départemental de la Cuvette-Ouest? Naturellement, ne pas avoir les ambitions, c'est de se mentir. Mais encore, il faut qu'on rappelle une chose à tous les Congolais. La seule personne au Congo, la seule personne, ou que moi, ou que nous, je parle même que vous, ne devez pas solliciter sa candidature, c'est le président de la République Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. C'est la seule personne. Tous, tant qu'on n'a pas exprimé nos ambitions, nous devons mourir.
À la différence aujourd'hui, c'est que j'exprime cette ambition au sein du parti. Je l'exprime en disant simplement que oui, j'ai la capacité de diriger, de gérer un conseil. Parce que c'est de 2 minutes à aujourd'hui, ça devrait interpeller tout le monde. Pire encore, on parle de l'année de la jeunesse. Ça vient à dessein. Le président l'a dit. Donc, et je sais compter, je sais croire, je sais sur les cadres de notre parti congolais du travail qui ont le bon sens pour respecter cette instruction du chef de l'État. C'est tout. On ne parle pas d'un élu qui n'a jamais connu la collectivité, qui ne connaît pas les réalités du terrain. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis un homme de terrain. La preuve, vous avez parlé d'ancrage, j'en ai. Et quand je dis j'en ai, sauf modestie, c'est contrôlé, c'est vérifiable. Et pour le reste, à mes pairs, de la même manière qu'ils m'ont élu à la vice-présidence à 100%, ils réitéreront, si et seulement si le parti valide. Pour ça, je suis convaincu de ça. Je reste, comme je dis, à la disposition entière de la hiérarchie, de par la profession, laquelle j'applique, donc notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, et de l'autre, on a le Parti congolais du travail. Donc, de cela, je reste à leur disposition. Mais ne pas exprimer ses ambitions, pour moi, c'est pas logique. Vous êtes un modèle de réussite pour certains jeunes du département de la Cuvette-Ouest en particulier et du Congo en général. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes? Pour le plus, je vous dis merci pour votre question. Je vais parler là-bas comme ça aux enfants. C'est qu'on est des modèles pour nos enfants. Et pour cette jeunesse, c'est de leur dire de croire, d'être déterminé, d'être engagé, d'avoir des ambitions. Et derrière ces ambitions, de travailler, de se former. C'est ce pourquoi aujourd'hui, nous, en hommes politiques, et surtout avec cette position qu'on va occuper aujourd'hui, et cette vision qui nous est, on a cette année de la jeunesse, pour moi c'est une instruction, c'est aujourd'hui de mettre nos énergies ensemble, aider, accompagner les jeunes dans le sens de sortir de leur fragilité, en gros des occuper et de les former pour s'assumer pour le monde. Du moins, c'est ça. Mais non, pour le reste, je souhaite déjà bon vent pour nos travaux qui s'ouvrent demain. Et je reste encore une fois le plus à la disposition de la hiérarchie politique et administrative. Ensuite, j'exprime et vous souhaite à vous aussi et à votre émission de continuer à se pérenniser et s'ouvre davantage aux défis du moment. Quand j'ai dit ça, je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Encore une fois, merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise.